Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. S-Crédit. Quelle est la chose la plus terrifiante que vous ayez vue? Mais personne ne vous croit. Partie 02. Il y a quelques années, je suis allé camper avec mon père, ma sœur, l'ami de mon père et le chien des amis de mon père. Pour arriver là où nous campions, nous devions traverser et descendre une rivière en bateau jusqu'à un vieux bois. C'était un vrai camping. Quand nous étions là, ma sœur et moi avons décidé de jouer à cache-cache. J'ai couru dans les bois pour la trouver, et environ 30 secondes plus tard, j'ai vu cet homme de taille moyenne, environ 50 ans, avec de longs cheveux gris, non soignés, qui se tenait juste là. Je l'ai vu pendant environ une demi-seconde parce que je courais, j'ai fait un tour et je n'ai eu qu'un aperçu. Dès que c'est arrivé, mon cœur s'est mis à battre et j'ai senti quelque chose au plus profond de mon corps. Je me suis retournée pour le voir et il n'était pas là. Je savais que je l'avais vraiment vu parce qu'il était dans un imperméable jaune qui se démarquait dans les bois. J'ai crié bonjour plusieurs fois parce que je savais que mon père pouvait m'entendre, lui, son ami et son chien se précipiteraient sur moi si je criais à l'aide. Mais il était juste parti. J'ai crié à ma sœur de revenir et elle l'a fait tout de suite. J'ai dit à tout le monde, mais personne ne m'a cru, forcément. Vers 3 heures du matin cette nuit-là, un hélicoptère de la police avait volé juste au-dessus de notre camp dans la clairière à l'orée des bois. Ils avaient une énorme lumière blanche brillante pointée sur le camp et mon père et son ami sont sortis pour regarder. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé car j'étais fatiguée, alors je suis restée allongée sur mon sac de couchage, un peu inquiet. Je me souviens que l'hélicoptère est parti 5 minutes plus tard. Le lendemain matin, nous avons fait nos bagages et sommes partis. Nous avons descendu la rivière jusqu'aux voitures, et sur la voiture des amis de mon père, il y avait une petite carte, de la taille d'une carte de visite, mais elle était violet clair avec un fond fleuri. Il y avait un poème sur la mort, et il y avait écrit déchiré en bas. Quelques jours plus tard, l'ami de mon père a vu dans le journal qu'un type avait disparu à l'endroit même où nous étions allés camper près de la rivière. Enfin, ma chance de briller. J'habite donc à Édimbourg en Écosse qui, bien sûr, compte un grand nombre de vieux bâtiments. Quand j'avais 4 ans, ma famille a emménagé dans une villa victorienne construite en 1860. Un endroit charmant, un grand jardin magnifique, des jours heureux. C'était, jusqu'à ce que j'aime appeler l'incident de la fenêtre. Alors, un après-midi, j'étais assis sous la fenêtre du salon du rez-de-chaussée et je jouais avec des Barbies. Maman est dans une autre pièce, et personne d'autre n'est là. Personne d'autre ne devrait être dehors non plus, je vous le signale. Mais voilà, je lève les yeux pour remarquer que quelqu'un marche le long de la maison vers la fenêtre sous laquelle je suis assise. La panique s'installe alors, mais elle est difficile à décrire. Bien que j'étais un enfant timide, je n'étais pas terrifiée par les gens en général dans la sphère publique. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce sentiment très fort de malaise, alors j'ai plongé derrière le fauteuil qui faisait face à la fenêtre et je me suis cachée. Après un moment, j'ai jeté un coup d'œil sur le côté du fauteuil pour voir et j'ai vu un homme passer devant la fenêtre. Il soulève son chapeau et me sourit, puis continue son chemin. J'ai hurlé pour ma mère. Après une course effrénée vers le salon, et mon explication déformée du problème, elle sort pour ne trouver personne. Elle vérifie notre lavoir, la cuisine d'été et le garage, mais il n'y a rien. Elle suppose que quelqu'un est descendu par l'allée, en supposant que c'était un raccourci de la rue mais qu'il est parti quand il a réalisé son erreur. Le moi adulte trouve cette histoire assez peu plausible mais bon, on dit ce qu'il faut pour apaiser les enfants. Et dans le passé, quelques personnes avaient fait cette erreur, mais elles ont réalisé et ont fait demi-tour bien avant d'atteindre les fenêtres de la maison. Quoi qu'il en soit, je suis assurée qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et de revenir à des jours où l'on a passé de joyeuses heures d'enfance à faire des conneries au hasard dans cette pièce, près de cette fenêtre. Cependant, plus tard dans la même semaine, le même homme apparaît à nouveau.
Cette fois-ci, maman et moi sommes à nouveau seuls, mais avec la différence importante qu'elle fait la vaisselle dans la cuisine d'à côté et qu'elle se tient devant la fenêtre, elle regarde dehors. Elle n'a vu personne passer, mais à mon cri de ce drôle d'homme est de retour, elle s'est précipitée vers la porte en un clin d'œil, pour ne trouver absolument personne. Ma mère est sûre de n'avoir aperçu personne passer. Une fois de plus, elle vérifie tous les bâtiments, et ne trouve rien. Une fois de plus, elle tente de me rassurer en me disant qu'il n'y a probablement pas lieu de s'inquiéter, que ce n'est probablement pas le même homme. J'insiste obstinément auprès de tous ceux qui veulent bien écouter que c'était le même homme, et qu'il avait l'air bizarre. Quelque temps plus tard, ma grand-mère, qui croit beaucoup au surnaturel, est venue à la maison. Elle a vu dans quel état je me trouvais, elle me demande donc de décrire qui j'ai vu. À ce stade de l'histoire, je pense que je devrais vous mentionner à quel point j'ai été complètement obsédée par la période victorienne pendant toute mon enfance. Jean avait des tas de vêtements et je collectionnais beaucoup de livres ou de télévision pour enfants sur cette période. Vous pouvez probablement voir où cela mène, mais j'ai décrit, en détail l'homme que j'avais aperçu. Ma grand-mère a reconnu instantanément cet homme. Elle m'a dit qu'elle pensait que c'était le vieux jardinier par le style d'habit décrit, jusqu'au chapeau, et qu'elle pensait que c'était juste sa façon de nous faire savoir qu'il était heureux qu'une nouvelle famille soit venue vivre là. Elle et ma mère ont trouvé que c'était une belle histoire qui réchauffe le cœur, mais j'ai passé le reste de ma vie à en être terrifiée. Pendant ce temps, tous ceux qui ont entendu l'histoire croient soit que le même homme a stupidement descendu cette route par erreur 2 fois en une semaine, soit que je me suis endormie et que Jean ait rêvé. 2 fois en une semaine. Cela m'est arrivé l'année dernière et je comprends parfaitement pourquoi personne ne m'a cru, car cela semble ridicule. Chaque matin, je dois me lever à 5 heures pour prendre le bus de 5h30 qui va à la gare pour aller à l'université. Je devais y être à 8 heures, mais j'aime arriver une demi-heure plus tôt. Pour arriver à l'arrêt de bus, je dois marcher sur cette piste cyclable et sous ce pont pour rejoindre cette route tranquille de l'arrière-pays. La piste cyclable est très éclairée. Cette rue est très calme. Le côté droit de la route est un prolongement de la piste cyclable, et le côté gauche est un sentier normal avec une longue haie verte. Un matin, je me tenais là en attendant un bus et cette vieille femme sort de sous le pont. Je ne l'ai pas vue au début car il faisait noir sur la piste cyclable. Elle traverse la route et s'approche de moi. Elle m'a demandé si je savais où se trouvait une certaine route. Je me suis tournée pour indiquer la direction de la route qu'elle cherchait. J'ai fait demi-tour et elle n'était plus là. Cette vieille femme qui marchait à une allure d'escargot a disparu en 3 secondes. J'ai passé un été au lycée à vivre avec ma tante et mon oncle et à leur garder leur fille de 7 ans pendant la journée, pendant qu'ils travaillaient. Un soir, je suis restée debout tard à regarder la télévision dans le salon. Le salon était juste à côté de la cuisine, séparé seulement par un bar en forme de L. J'ai vu ma cousine, du coin de l'œil, descendre le couloir de sa chambre vers la cuisine. L'heure de se coucher étant passée, je lui ai dit qu'elle devait retourner au lit. Comme je n'entendais pas sa réponse, je me suis levée et j'ai fait le tour du bar pour aller dans la cuisine. Il n'y avait personne. J'ai vérifié sous le bar pour voir si elle se cachait, et il n'y avait personne. Et surtout aucun autre endroit où elle aurait pu aller depuis la cuisine. J'ai descendu le couloir jusqu'à sa chambre et j'ai remarqué qu'elle dormait profondément tout en ronflant, donc il n'y avait aucune chance que ce soit elle. Cela m'a déconcertée et m'a fait peur, parce que si je ne voyais pas ma cousine, qui était la petite fille qui est entrée dans la cuisine. Quelques années plus tard, je parlais à ma tante et elle évoque nonchalamment le fantôme dans sa maison. J'ai ri et elle m'a dit, non, je suis sérieuse. Nous avons un fantôme. Ton oncle et moi l'avons vu et entendu. Nous l'appelons Giggles, parce que nous l'entendons glousser. D'habitude, on ne la voit que dans le couloir avant qu'elle ne disparaisse. Tout à coup, je me suis souvenu de la fille qui avait disparu dans la cuisine. Je lui ai demandé à quoi ressemblait son fantôme.
Elle m'a répondu qu'elle avait les cheveux blonds avec des tresses et qu'elle portait une robe blanche. Ma cousine est blonde. La nuit en question, j'ai cru voir ma cousine en chemise de nuit marcher dans le couloir, mais apparemment c'était le fantôme qui réside dans la maison de ma tante. Quand j'étais enfant, je restais souvent chez mes grands-parents. Ils ont une vieille maison depuis toujours, peut-être même depuis plus longtemps. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire de la propriété est encore inconnue à ce jour. Quoi qu'il en soit, j'avais l'habitude de rester dans l'ancienne chambre d'enfance de ma mère, on l'appelait la chambre violette en raison du tapis violet et du papier peint de couleur lavande. C'était une assez grande chambre avec un lit queen size au milieu et une énorme fenêtre juste à côté. Pendant l'été, je restais souvent dans cette maison et je passais beaucoup de temps dans cette chambre. Une nuit, je me souviens très bien de m'être réveillée tard, probablement à 1 ou 2 heures du matin, et d'avoir vu un spectacle de marionnettes devant ma fenêtre. Je vous assure que j'aimerais bien inventer tout ça. C'était des marionnettes type chaussettes et il semblait que ce n'était joué que par 1 ou 2 personnes. Ce n'était que l'ombre du spectacle, ce qui m'a déconcertée, alors bien sûr, j'ai supposé que j'étais encore un peu fatiguée et totalement à l'ouest et que j'imaginais tout cela. J'ai donc décidé de ne pas faire attention et de l'ignorer. Je le regrette. Mais lorsque je me suis retournée sur le côté droit, il y avait une grande figure noire dans l'embrasure de la porte. Il faisait très noir dans le couloir, mais je pouvais clairement voir une silhouette qui se tenait là. Mon estomac a sauté et mon cœur s'est mis à battre rapidement. J'étais à présent bien réveillée. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et je jure qu'à chaque fois, la silhouette s'est rapprochée un peu plus. J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre complètement et mon corps se refroidir. Je jure que je pouvais voir mon souffle à cause du froid. J'ai pu pousser un cri qui a réveillé mes 2 grands-parents et mon frère. Ma grand-mère a été la première à entrer dans ma chambre, mais dès qu'elle a allumé la lumière, la silhouette n'était plus là. Je sanglotais et j'essayais de lui dire ce que j'avais vu, mais elle continuait à caresser mes cheveux et à dire que je faisais un mauvais rêve. Je sais que ce n'était pas un rêve et que ce que j'ai vu était réel. Je crois aussi que cette chose que j'ai vue quand j'étais enfant m'a suivi quand j'ai déménagé dans un autre état. J'avais 6 ou 7 ans quand c'est arrivé et j'ai 16 ans maintenant. J'ai grandi dans une petite ville touristique du désert californien appelée Joshua Tree. C'est là que se trouve le parc national de Joshua Tree. J'avais la vingtaine à l'époque, et j'étais le seul à avoir une voiture et un permis de conduire. Grandir dans une petite ville désertique laisse peu d'options pour s'amuser. De temps en temps, peut-être 1 fois par semaine environ, un groupe d'entre nous s'entassait dans le break avec de la bière, des cigarettes et de faire mettre de la musique et traverser le parc tard dans la nuit. Une route vide, si sombre et bien différente du groupe bruyant de gars dans une Mercury rouge qui roule vite d'une entrée à l'autre. Les heures passaient chaque fois que nous roulions sur la longue route désolée et que nous nous arrêtions à divers rochers que nous aimions escalader. Comme nous étions seuls dans ce parc. Pas d'autres voitures, pas de lumière, à part le panneau de travaux routiers parfois. Mais nous pensions seulement être seuls. Ce soir-là, le voyage a commencé comme tous les autres, sauf que nous étions peut-être plus nombreux que d'habitude. Entassés dans cette voiture, les vitres baissées alors que je fumais et que je dépassais la limite de vitesse de 20 km/h. Peu après le départ, j'ai vu une lumière. Une lumière bleue. Peut-être, et c'était le cas, des kilomètres et des kilomètres plus loin. Je me souviens avoir dit quelque chose sur le fait de devoir ralentir à un moment donné, il doit s'agir d'une construction routière laissée à elle-même devant nous. Ce devait être un signe, la lumière n'avait pas bougé. Nous avons continué pendant quelques kilomètres jusqu'à l'un de nos arrêts préférés et nous sommes sortis. Nous avons joué, comme d'habitude, pendant un certain temps, peut-être 45 minutes environ. Nous avons bu un peu. On a plaisanté. Puis on s'est remis en route et on a continué. Laissez-moi être clair, cette lumière n'a jamais bougé et nous étions déjà à environ 1 heure de notre aventure. Pourquoi le panneau aurait-il une lumière bleue ?
Alors que nous approchions de la lumière, j'ai commencé à ralentir. Et j'ai ralenti de plus en plus à mesure que nous approchions de la source. Ce n'était pas un signe, ce n'était pas une voiture, ce n'était pas un ovni. Un homme se tenait sur le bord de la route, tourné vers nous et immobile depuis plus d'une heure à ce moment-là. Un homme blanc pâle, barbe blanche, vieux vêtements de mineur sale avec un vieux casque de mineur et une pioche. Sa lumière dégageait une lumière bleue artificielle. Son visage était vide, mais il nous regardait, directement, tout. Nous avons accéléré et, alors que nous roulions plus vite, sa tête a tourné pour suivre le rythme de notre départ. Sa lumière visible, immobile une fois de plus, nous a fait face pendant tout le trajet. Je me souviens avoir regardé l'horloge de la voiture peu après l'avoir dépassée, il était sacrément près d'1h du matin quand nous l'avons dépassé. Nous n'avons jamais vu de voiture, ni même de cheval, ni aucun moyen pour ce vieux mineur malade et pâle d'entrer dans le parc, ni aucune raison pour lui d'être là. Le pire, c'est que nous avons estimé que ce mineur devait être là, face à nous, depuis au moins 1h30, sans bouger. Pas une seule fois cette lumière n'a scintillé comme s'il regardait en bas pendant un instant, ou tournait la tête. Il est juste resté là, à fixer une voiture pleine de crétins sur une route. Nous ne l'avons jamais revu. Cependant, il y a quelques années, j'ai décidé de vérifier si quelqu'un avait vécu la même chose. J'ai trouvé une autre histoire d'un couple qui l'a vu près de l'endroit où nous l'avons vu. Il se tenait là, le regard fixe, tard dans la nuit. En tant qu'homme, j'aurais aimé que nous nous arrêtions. Même si cela aurait été la chose la plus horrible qui soit, j'aurais aimé que nous nous arrêtions parce que je crois honnêtement qu'il y avait le fantôme d'un mineur mort dans ce parc et j'en serais sûr aujourd'hui. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je faisais un cauchemar récurrent, une de mes poupées s'animait, jouait avec moi, puis essayait de m'emmener dans mon placard avec elle. Au début, je la suivais dans le placard, mais ensuite elle me montrait cette petite porte au fond du placard, et mon cœur se mettait à battre la chamade. Je ne sais pas ce qu'il y avait à propos de cette porte, mais je savais que quelque chose de mal se passerait si je la franchissais. Je commençais à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais la poupée était trop forte et commençait à me tirer à travers la porte. À ce moment du rêve, je me réveillais toujours en criant. Le pire, c'est que j'avais des terreurs nocturnes, alors parfois je me réveillais debout à côté de mon placard. Chaque nuit avant de me coucher, je demandais à mes parents de s'assurer qu'il n'y avait pas de petite porte au fond de mon placard. Il n'y en a jamais eu. Bref, je parlais à ma mère l'autre jour et ce rêve est apparu. J'en ris et je me dis que j'étais ridiculement paranoïaque à propos des poupées et de ce placard, mais ma mère se tait vraiment. Elle me dit que la partie effrayante de ce rêve n'était pas la poupée, mais le fait qu'il y avait une petite porte au fond du placard. Parce que quand j'avais un AN, mes parents ont rénové la maison et ont mis un mur à l'endroit où se trouvait la porte. Je n'ai jamais pu me souvenir de cette porte, mais des années plus tard, j'ai continué à en rêver. Aucun de mes amis ne croit à cette histoire, mais je jure qu'elle est vraie. À 8 ans, j'ai appris à réparer de petits moteurs. Mon père avait un vieux moteur Briggs & Stratton à tête plate de 5,5 CV qui ne fonctionnait pas. Il avait aussi une tondeuse à gazon autoportée qui n'avait ni moteur ni lame. Il m'a confié la tâche de faire fonctionner le moteur, je pouvais le mettre sur la tondeuse autoportée et m'amuser quand je le voulais. Le lendemain, j'ai démonté le moteur et je l'ai fait fonctionner avant l'heure du coucher. Le jour suivant, nous l'avons monté et nous l'avons fait tourner. Quelques semaines plus tard, ma grande sœur et moi étions en train de jouer sur la tondeuse quand mon lacet s'est coincé dans l'axe arrière. Il m'a arraché et m'a traîné. Ma sœur s'est arrêtée et a fait marche arrière, ce qui a fait tomber la tondeuse sur moi. La chaîne et son engrenage se sont coincés dans le bas de mon dos, déchirant ma peau et tirant mon gros et mon petit intestin. Cela a sectionné mon poumon droit, brisé ma colonne vertébrale en 2 endroits et déchiqueté mon rein droit. J'ai senti la chose rouler sur moi, puis tout est devenu blanc. Je ne pouvais plus voir, bouger, parler ou quoi que ce soit d'autre. Pas de douleur non plus.
Tout ce dont je me souviens, c'est de la noirceur. Après que mon père ait fait repartir mon cœur à nouveau, je me souviens d'être resté allongé là, dans la douleur. Je me souviens aussi d'avoir senti mon dos et d'avoir eu le souffle court. Une fois dans l'ambulance, tout est devenu blanc, sauf que cette fois, je me suis vu allongé et les médecins m'ont choqué. J'ai senti une forte traction et j'étais de nouveau dans mon corps. Quelques minutes plus tard, j'étais sur une table avec des étrangers en blanc tout autour de moi. Je me souviens qu'il était paniqué et qu'il se tenait à côté de ma grand-mère qui est morte quand j'avais 3 ans. Elle m'a dit qu'elle était ma grand-mère. Nous étions là à les regarder me secouer le cœur avec de petites pagaies rondes. Elle n'arrêtait pas de me dire que tout allait bien. Ils ont donné l'heure de ma mort à 18h06. Puis tout d'un coup, je me réveille et je me retrouve rapiacé et agrafé. Mes parents m'ont dit que j'étais mort 3 fois. La première fois pendant 5 minutes. La deuxième fois, c'était un peu plus de 12 minutes. Mais la dernière fois a été étonnante pour les médecins. Mon cœur a cessé de battre pendant 20 minutes. Mes parents les ont obligés à continuer à me secouer le cœur. Ils m'ont dit que le docteur n'arrêtait pas de leur dire que j'avais 98% de chance d'être en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis en bonne santé comme jamais. Je suis tout à fait capable de marcher aussi.